Voilà, ça y est. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette septième de France Digitale. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est au cœur des préoccupations de tout le monde, puisque c'est la gestion du cash. C'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Et pour répondre à toutes vos questions, on a la chance d'accueillir déjà deux investisseurs. Donc, on a Clara Audry de Caporn, on a Stéphanie Escal de One Time. Bonjour. Et Benjamin Bitton de Dossier de Finance, qui conseille un bon nombre de directeurs financiers. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. L'idée, c'est de commencer d'abord par un petit topo sur les outils, tout ce qu'il faut mettre en place, une espèce de rescue kit du directeur financier, sans oublier de penser à l'après. Donc, on aura une dizaine, quinzaine de minutes de présentation. Et puis après, nous sommes ouverts à toutes vos questions comme d'habitude. Donc, je vous laisse commencer. Je débute et puis après, j'essaierai de distribuer au maximum la parole à tout le monde et puis surtout à répondre à toutes vos questions. Le premier point, vraiment le but de ces webinars, c'est d'essayer de clarifier la situation qui est à la fois très en live et entrée en direct, puisqu'on subit un peu l'information et on subit un peu les informations qui sont faites. Et aussi, il y a une surcommunication forcément en ce moment sur tous ces sujets-là. Donc, on essaye de vous aider à y voir au mieux, au plus clair, dans une période qui est un peu trouble pour tout le monde. Donc, le premier point sur comment, le but étant de comment sanctuariser son cash et de se dire que le cash, c'est vraiment le nerf de la guerre pour toutes ces sociétés qui ont entre 3, 6, 12, 18 mois de trésorerie pour les meilleurs. La première chose et le premier réflexe, et c'est pas pour faire de la pub pour France Digital, mais vous avez un rescue kit qu'on a mis effectivement dans le chat dès le début, qui vous permet d'avoir une bonne synthèse des éléments. Donc, ce sera mis à jour, je parle sous le contrôle de Maya, au fil de l'eau et au fur et à mesure des décrets, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'annonces, mais on n'a pas toujours les décrets qui vont avec. Sur ce rescue kit, on s'aperçoit que le premier point, c'est contacter les bonnes personnes pour les démarches. Le deuxième point, c'est surtout comment communiquer à vos salariés, ce qu'il y a en termes de droit du travail, comment convoquer son CSE, parce qu'on pourra en parler, mais il faut convoquer son CSE sur certains sujets pour pouvoir activer notamment le chômage partiel. La partie financement, avec toutes les aides BPI et BPI aussi, je pourrais vous envoyer, a fait un récap hier assez concis de toutes les actions qui pouvaient être mises en place, les propositions qu'on a fait au gouvernement et après un certain nombre d'autres choses sur notamment comment s'inscrire aux prochaines sessions pour pouvoir avoir les réponses et les éléments de réponse. Donc, le but de ce webinaire, c'est qu'il soit très, très interactif, que vous n'hésitiez pas à poser vos questions. Voilà, sur ce premier point. Les principales démarches, les premières démarches, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait, c'est de décaler ces charges URSSAF. L'État a permis à autoriser que les sociétés décalent leurs charges URSSAF et ne les payent pas sur le mois de mars, ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense que ce sera renouvelé. Deuxième, effectivement, vous avez un certain nombre de vos salariés qui sont restés chez eux pour garde d'enfants. Donc, ils ont le droit à des arrêts maladie qui, encore une fois, vous permettent, vous, de ne pas avoir à payer et à régler le fait que vos salariés sont en confinement. Et la troisième et dernière chose, qui est le chômage partiel, dont on a fait un webinaire quasiment entier, qui est encore une fois pas complètement clair aujourd'hui. On attend toujours un décret pour bien clarifier la situation, même si on commence à voir le sujet de plus en plus clair, c'est-à-dire que les forfaits jours seraient pris en compte dans ce chômage partiel, ce qui n'est pas le cas initialement. On pourrait parler de département et non pas d'entité complète, alors que le chômage partiel, normalement, parlait d'entité. Mais encore une fois, soyons très, très prudents sur ce chômage partiel, puisque l'État n'a pas encore légiféré à travers un décret. Le point fort, et ça je vous le dis en tant que DAF de pas mal de boîtes, c'est vos experts comptables doivent faire les payes dès ce mois-ci. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'inclure le chômage partiel, de le faire comme si vous aviez eu l'autorisation, même si vous ne l'avez pas encore eu. Et après, vous pourrez régulariser. Si malheureusement vous n'avez pas cette autorisation, vous pourrez régulariser dans un second temps les payes et du coup avoir à payer plein pot la charge salariale. Mais mon conseil, c'est de demander à vos experts comptables, à vos comptables, à vos gestionnaires de paye de déclarer les salariés tels que vous les voudriez en chômage partiel, tout en le faisant bien intelligemment et comme c'est écrit sur le rescue kit. Donc, une fois qu'on a parlé des… pardon, vas-y. Peut-être, Benjamin, sur ce point, sur le chômage partiel, bien évidemment, il faut le motiver.
Donc, l'accès au chômage partiel doit vraiment refléter la réalité économique de votre entreprise. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont moins impactés parce qu'il n'y a plus du tout d'activité, versus d'autres qui peuvent quand même continuer à travailler, hormis peut-être les forces commerciales ou marketing. Donc, allez-y tout de même avec discernement. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne à mes participations sur le chômage partiel pour qu'ils soient parfaitement motivés, pour correspondre à la réalité économique de votre activité. Et bien sûr, le but du jeu, c'est de gagner le plus de temps possible aujourd'hui par rapport à votre situation de trésorerie, tout en étant très réaliste besoin de chômage. Exactement. Et surtout, comme tu le disais, peut-être dans une deuxième partie, en ayant une intelligence situationnelle et en se disant bien que l'État aujourd'hui ouvre les vannes et permet un certain nombre de reports, un certain nombre d'aides aux entreprises, mais qu'il y aura aussi forcément un contrôle très très fort de l'État a posteriori de ces dépôts de chômage partiel, de demande d'aide, etc. Et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ce n'est pas la fête, entre guillemets. C'est plutôt une aide bienveillante qu'il faut utiliser avec intelligence et pas se faire retoquer parce qu'on a voulu être, entre guillemets, trop gourmand. Mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu avec Lara et Stéphanie sur la partie civique, dirons-nous, du sujet. Sur le second point, on parle évidemment des financements. Donc pareil, la BPI, le gouvernement puis la BPI annoncent un certain nombre de mesures. Un décret est passé pour éclaircir vos banques sur le financement qu'elles pouvaient vous accorder. Ce décret est passé avant-hier. Pareil, Maya, je pense que tu l'as. On peut peut-être le mettre sur le chat pour que tout le monde l'ait en tête. Moi, je vois les banques commencent à appeler régulièrement et maintenant depuis hier tous les clients en disant c'est bon, on a une bonne vision, on va pouvoir vous prêter de l'argent. Donc ça, c'est plutôt un message fort parce qu'il y a eu un petit mouvement de panique entre le moment où il avait été dit que les startups pourraient appeler la BPI, que la BPI, dans un second temps, a dit attendez, on va un petit peu réfléchir, on va pas prêter on va prêter selon certains critères, pardon. Et au final, on s'aperçoit que ça passera aussi par les banques qui, elles, ont des prêts contre-garantis à 90% par la BPI et qui ont des bonnes conditions. De mémoire, c'est un prêt à moins d'un an à 0%, équivalent à 3 mois de chiffre d'affaires ou pour les boîtes qui ne font pas de chiffre d'affaires, il y a d'autres seuils. Et des prêts entre 2 et 7 ans qui sont, eux, aux alentours de 2% et qui vont, pareil, être contre-garantis à 90% par la BPI. Donc, vos banques, allez les voir. On a toujours dit qu'il fallait être très, très proche de ces banquiers. Là, c'est le moment de l'être. C'est évident qu'ils ne prendront pas de nouveaux dossiers dans la période. En revanche, les dossiers existants, ils vont continuer à les animer, ils vont continuer à leur prêter, ils vont soutenir l'activité de chacune des startups. Donc, le financement, ça passe du financement bancaire et du financement BPI. Pour rebondir peut-être là-dessus, Benjamin, une réflexion un peu générale qui est de se dire il y a un peu 3 sources de financement. De toute façon, il y a le haut de bilan via ses actionnaires, le bas de bilan via les banques, et puis bien sûr le cash recovery sur ses clients. Peut-être le premier élément, ce serait de penser à d'abord aller voir ses partenaires historiques. Dans toutes les catégories, les gens qui vous connaissent seront toujours plus rapides, plus à l'écoute et ouverts dans le fait de vous aider. Et donc, ça peut paraître évident, mais vraiment commencer par ses partenaires historiques, commencer par prendre de leurs nouvelles parce qu'eux sont probablement aussi touchés. Certains ont leur propre vue, d'autres, des clients auront d'autres clients payeurs. Donc, commencer par prendre de leurs nouvelles, voir comment décaler avec eux les échanges bancaires, peut-être générer des nouvelles interactions avec vos clients pas forcément de la vente, mais au moins des interactions qualitatives, de la formation, de l'onboarding. Et surtout, après, établir un plan, notamment, je pense aux actionnaires en equity, établir un plan qui donne de la visibilité sur, un, votre burn, et deux, le besoin éventuel de trésorerie à court terme. Dans tous les cas, commencez par les gens qui vous connaissent. Sur le financement, je pense que c'est ce qui est le plus rapidement actionnable. Et une fois que cela est fait, en effet, se tourner vers l'extérieur, peut-être les financements, les nouveaux financements mis en place par notamment la BPI,
et aller chercher autant que possible ces derniers, en ayant en tête que comme l'a dit Benjamin, trouver à l'heure actuelle un nouveau partenaire et conclure un nouveau prêt avec un nouveau partenaire pendant la période de confinement, ça paraît quand même assez périlleux. Et donc, il faut se concentrer sur peut-être l'historique et sur la partie equity, sur la partie levée de fonds. Il y a un peu deux scénarios. Le premier, c'est celui où vous êtes en fin de process et où vous avez les discussions qui sont enclenchées. Et à ce moment-là, normalement, les choses, je l'espère pour vous en tout cas, doivent arriver à se passer. Dans le cas où vous êtes au début de votre process, il est fort probable que le confinement, encore une fois, amoindrisse les chances d'avoir un nouveau tour de financement, en tout cas un tour de financement avec des nouveaux actionnaires. Donc, voilà un petit peu de briques, d'éléments complémentaires. Est-ce que vous pouvez parler, Fanny et Clara, justement sur cette partie VC vis-à-vis des participations, comment vous les gérez au quotidien depuis quelques temps, comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, pour nous, nous, One Ragtime, on investit plutôt en seed pour suivre en série A, série B. Donc, hier, on vient de finaliser la signature du pacte d'actionnaires d'une série B. Donc, on continue à investir et on a d'autres projets en cours. Je pense que pour nous, en tout cas, on reste très mobilisés pour de l'investissement. On a fait le tour de toutes nos participations pour bien comprendre quels étaient les impacts à 6-12 mois en termes de trésorerie, comment on pouvait les aider et surtout, quelles étaient aussi les opportunités qui pouvaient être créées par la crise sanitaire, opportunités en nouvelles façons de travailler. Je pense que l'avantage des startups digitales, c'est qu'on est tous outillés pour travailler en télétravail. Et globalement, ça se passe plutôt bien pour tous. Pareil pour les ventes en ligne. Est-ce qu'on peut aussi solliciter un petit peu plus Internet pour vendre sur certains projets? Alors, nous, là encore, dans nos sociétés en portefeuille, on a plutôt des sociétés qui sont dans le domaine des jeux vidéo, de l'éducation digitale, de l'assurance. Donc, elles sont plutôt, entre guillemets, épargnées par les effets d'arrêt d'activité pure et simple de leur activité. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des opportunités qui peuvent être aussi suscitées. Donc, je pense que dans cette période, il est important de ne pas s'arrêter et de se dire que certes, il faut se mettre en scénario catastrophe de qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois, 1 an, il n'y a plus du tout de chiffre d'affaires qui arrive. Mais en même temps, il faut absolument mobiliser ces équipes pour continuer à développer l'activité, le business, aller chercher notamment l'argent auprès des clients qui n'ont pas payé. Ça, c'est très important, le recouvrement des créances clients, notamment quand vous avez des grands partenaires, des grands groupes qui sont à vos côtés, qui sont certainement un petit peu mieux outillés. Je pense qu'on y reviendra avec Clara et Benjamin, mais c'est important de garder le sens civique. Le civisme, c'est quoi? C'est de gérer en bonne intelligence le fait de continuer à payer ses factures, notamment entre startups. Je crois qu'il y a la tentation de tous, c'est de se dire on se met en rideau et on se préserve. Mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des effets de ricochet sur le reste de l'écosystème. Donc, si vous avez une visibilité à 6 mois, 1 an, eh bien, jouez le jeu, faites des prêts bancaires. Alors, c'est plus facile quand on a du chiffre d'affaires pour aller chercher des prêts bancaires, bien sûr. Mais jouez le jeu, en tout cas, de respecter un certain civisme auprès de vos partenaires. Et puis, continuez à motiver vos équipes pour qu'elles soient complètement tournées vers la sauvegarde de l'activité, voire son développement. Côté Caporn, on a passé l'essentiel de notre temps à aider comme on le peut nos entrepreneurs. Donc, on a de multiples échanges quotidiens avec chacun d'entre eux. On essaie de réunir toute la documentation et de tenir au courant des différents dispositifs à leur disposition. Et enfin, on essaie et bien sûr, on est fortement mobilisé sur le fait d'étudier des plans alternatifs qui vont, dans un premier temps, protéger au maximum la trésorerie de l'entreprise. On a une nouvelle opération qui est en cours de finalisation et qu'on poursuit. Et on a donc un refinancement qu'on est en cours également de finaliser. Donc,
Je dirais qu'il y a eu un focus participation et finalisation de tout ce qui était enclenché. Je pense que pendant la période de confinement, on continue à parler à des nouveaux entrepreneurs, mais il est peu probable que dans les 3 semaines qui viennent ou 4 semaines, il y ait une émission de term sheet sur un nouveau dossier dans les semaines vraiment qui sont celles du confinement. Je pense que c'est quand même périlleux. Mais voilà un petit peu côté Cap Horn comment on se mobilise avant tout sur les entrepreneurs du portefeuille et puis les opérations qui sont enclenchées. Et assez d'accord avec Stéphanie sur le fait de à la fois préparer un plan qui va à date protéger la trésorerie, alors en prenant des hypothèses assez conservatrices sur la top line, voir tous les mécanismes qui permettent de faire fructifier un peu le trésor de guerre, que ce soit côté client, côté aide. Ça, c'est le temps 1. Et le temps 2, c'est voir, essayer avec les entrepreneurs d'estimer à quel moment reprise il va y avoir et de se préparer en fait à l'opportunité que ça va générer. Ce serait illusoire de penser que ce sera une opportunité pour tous. Il y a forcément des gens qui vont sortir plus forts de la crise et d'autres moins forts, mais en tout cas, c'est ce qu'on étudie avec les entrepreneurs. Et effectivement, chaque situation, chaque entité a un business model qui peut être différent, un business tout court qui peut être différent. Donc, chacun va avoir à réagir de manière assez forte. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est un petit peu en train de subir forcément ce confinement et puis cette épidémie qui provoque des bouleversements économiques. Mais très vite, et ça, c'est aussi un point, je pense, où vous serez d'accord, Clara et Stéphanie, il faut très rapidement mettre en place le business d'après, le plan de bataille d'après, le plan de sortie du confinement. Comment je reparle à mes clients, qu'est-ce que je leur dis, quelles sont les mutations qu'il y a pu avoir pendant la période. Ça, c'est très important aussi que tous les entrepreneurs fassent confiance, entre guillemets, à leurs experts comptables, à leurs DAF, à leurs avocats pour gérer tout ce qu'on a dit dans le Rescue Kit, hein, tout ce qui est aide, financement, tout ce qui est report de charges, mais surtout que eux, et ça j'insiste vachement là-dessus, c'est que eux se mettent aussi sur l'étape d'après, c'est comment mon business retourne demain, comment je peux appuyer sur l'accélérateur pour rattraper le temps perdu, quel est le temps qui a été perdu et combien j'ai cramé dans le temps qui a été perdu en termes de cash. Qu'effectivement, le point à remonter très important, c'est que des grands groupes ont des mois et des mois de trésorerie devant eux, même si ils perdent. Une startup, on a beaucoup. Très important, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les deux, qu'elles cherchent à récupérer leur argent et fassent du cash recovering, mais aussi qu'elles cherchent des sources de business pour le post-Covid, en clair. Donc, c'est un peu, si je reprends les mots du gouvernement, on est en phase de guerre. Là, on est sur un point très, très défensif et à un moment, il faudra repartir de manière offensive pour trouver les bons créneaux à utiliser pour pouvoir repartir à l'attaque et reconquérir tous les marchés et reconquérir son business. Et donc, il y a un peu trois angles là-dessus. Il peut y avoir des nouveaux secteurs qui sont à adresser et qu'on n'avait pas vu forcément identifier avant. Il va y avoir la partie talent, hein, de quel talent j'aurais besoin à ce moment-là et donc quel choix, peut-être quel arbitrage difficile je peux faire à un instant T pour le plan worst case, mais prévoir aussi le temps d'après. Et le troisième volet, après client talent, ça va être la partie croissance externe éventuelle ou rapprochement. Comment je peux soit m'allier à un concurrent ou à quelqu'un de complémentaire sur la chaîne de valeur pour être plus fort dans un temps, encore une fois, après avoir géré l'urgent. Donc, on essaie toujours de différencier ce qui est urgent, ce qui est important. Aujourd'hui, vous êtes certainement tous dans l'urgence de mettre vos salariés en sécurité, l'urgence de décaler tous les paiements que vous pouvez décaler, l'urgence de réfléchir à un plan malheureusement certainement revu à la baisse. Et il y a l'important et c'est urgent et important tout ça. Et après il y a l'important qui est un peu plus moyen terme et qui va en fait concerner toujours la partie top line, la partie financement et la partie potentiellement stratégique. Voilà, et donc il faut être un petit peu schizophrène en la période, ce qui ne doit pas être évident, bien entendu.
Alors, c'est vrai que cette crise sanitaire et ces effets de bord économiques nous ramènent aux fondamentaux des entreprises, hein. Pendant quelques années, on a été dans une euphorie de financement et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui importe, c'est le cash, c'est le fait de pouvoir opérer de manière la plus agile possible pour pouvoir changer de direction, ouvrir des nouveaux marchés si on se rend compte qu'il y a des opportunités qui sont créées là encore par la crise sanitaire. Donc, c'est vrai que par rapport à des entreprises qui étaient dans une situation où elles n'avaient pas encore trouvé leurs produits, elles n'avaient pas encore commencé à monétiser, donc c'est beaucoup d'entreprises qui sont généralement assez jeunes dans leur développement, c'est beaucoup plus problématique. Donc, c'est le moment de se concentrer quand on n'a pas de chiffre d'affaires sur son produit et sur le fait de durer, hein. Là encore, la BPI a mis en place, et l'État français, des mesures que beaucoup de pays nous envient, et notamment le fait de pouvoir bénéficier pour les entreprises qui sont très tournées vers le développement par des remboursements anticipés du crédit impôt recherche. Donc ça va être une jolie bouffée d'oxygène pour pas mal d'entreprises technologiques qui n'ont pas forcément encore commencé à monétiser. Parce que là encore, le recours aux prêts, c'est possible quand on a du chiffre d'affaires, hein. En tout cas, vos banques, elles seront beaucoup plus ouvertes à ça si jamais vous arrivez à faire soit une levée de fonds, soit à montrer que vous avez du chiffre d'affaires. Mais pour toutes les autres, on revient aux fondamentaux, qui est de dire qu'à un moment, une entreprise, c'est une profitabilité à l'échelle, une rentabilité structurelle et une capacité, in fine, à dégager des marges sur des produits et des services qui répondent à des besoins. Donc là, ça nous ramène durement au principe de base d'une entreprise. Donc c'est vrai que pour les entrepreneurs qui ont plutôt été sur des logiques assez bootstrapping et très légères en termes de développement, c'est certainement plus facile à affronter que pour des entreprises qui étaient passées dans un modèle où elles avaient des très gros besoins de financement liés à du marketing pour aller conquérir des nouveaux marchés. Donc, chaque situation est particulière, mais quelque part, moi, je pense que ça nous ramène sur des bons fondamentaux et que les entreprises qui resteront, qui arriveront à passer cette étape en sortiront renforcées. Et puis, c'est aussi un bon étalon de la performance d'une équipe, hein. Une équipe en télétravail qui s'est tournée dans ces moments-là, c'est une équipe qui va être renforcée. Donc ça aussi, veillez bien à garder le lien avec vos collaborateurs, veillez bien à garder la dynamique d'équipe dans le télétravail pour continuer à avoir cet esprit de conquête. En autre aussi, à travers France Digital de parler et que Stéphanie a commencé à annoncer tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que là, l'État nous permet de ne pas payer toutes nos charges. Les banques et la BPI nous permettent d'avoir des financements. Ce qui est très, très important, et j'insiste là-dessus, c'est à la fois de dénoncer et vraiment de pousser les grands comptes à vous payer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de grands comptes qui vont essayer de ne pas régler tout de suite, de décaler un maximum leurs échéances de paiement envers vous et de refaire leur trésor sur le dos des plus petites sociétés. Free a annoncé hier, Xavier Niel a annoncé hier qu'il payait upfront toutes les factures de ses plus petits sous-traitants au lieu de les payer à 60 jours, ce qui montre que lui, il prend le chemin inverse et ce qui est très, très bien. Et il y a aussi le civisme entre startups de l'écosystème qui est clairement de dire les sociétés, aujourd'hui, comme le disait Stéphanie, ferment le robinet et ne veulent plus payer personne. Ne plus payer personne, c'est quelque part gripper à court ou moyen terme l'économie. Donc, ce serait une erreur. Il faut continuer à se faire régler, à encaisser correctement et à régler correctement ses fournisseurs. Ça, c'est très, très important. C'est un des maillons les plus importants même pour pouvoir sortir plus rapidement de la crise qu'on est en train de subir. Donc ça, on voulait faire passer ce message chez France Digital et je pense qu'on est tous assez alignés là-dessus. C'est se faire payer des grands comptes, c'est très important. Il y a même des numéros qui ont été mis au sein du gouvernement pour un petit peu mettre la pression sur ces grands comptes qui joueraient les mauvais payeurs. Donc ça, n'hésitez pas à le relayer à France Digital pour qu'on puisse aussi nous remonter l'information. Ça, sur la partie grand compte. Mais vous, entre vous et entre sociétés, on va dire start-up, continuez à vous payer et ne pas s'arrêter de faire tourner la machine. C'est très, très important. À présent, on va peut-être aller un peu sur un jeu de questions parce qu'il y a quelques questions qui sont sorties et le but, c'est vraiment d'avoir des échanges. Peut-être, excusez-moi, un dernier point que j'avais noté, moi, et qu'on voulait aussi vous dire,
c'est qu'il existe, et c'est un gros mot dans le monde des startups, mais beaucoup d'entreprises l'utilisent. Il existe aussi pour celles qui ont vraiment un gros problème et un gros impact de trésorerie, des procédures ad hoc. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure ad hoc? C'est le moyen de se mettre pendant un temps donné sous la tutelle, entre guillemets, d'une procédure qui vous permet de geler vos paiements et non pas de les geler de manière, entre guillemets, illégale, mais de les geler de manière complètement légale et de manière complètement confidentielle. Donc, ça peut être un point très important pour certains d'entre vous si c'est un sujet qui est très mal connu dans l'univers des startups, puisque normalement, on est bien financé et que tout roule. Mais la procédure ad hoc est une procédure qui peut complètement être utilisée par ces temps compliqués aujourd'hui, qui est complètement confidentielle et qui vous permet de prendre un vrai coup de respiration si votre business est complètement impacté. Je pense aux boîtes de travel, je pense aux boîtes d'entertainment, toutes ces boîtes-là qui forcément sont super impactées par les derniers jours et qui peuvent avoir recours à cette procédure. Donc ça, pareil, on pourrait peut-être même faire dans le Rescue Kit un petit mémo là-dessus. Moi, j'ai quelques notes là-dessus. C'est une manière aussi de reprendre un bol d'air dans la situation. Oui, tout à fait. Gagner quelques semaines et geler toutes ces dettes fournisseurs, notamment. Donc, en effet, un bon dispositif. Il y a pas mal de Est-ce que vous voulez qu'on commence les questions, effectivement, Maya? Tout à fait. Je pense qu'il y a une grosse question autour du financement de la BPI. Il y a quand même des critères à respecter. Mais il y a une première question qui m'enogasse qui nous dit: qu'en est-il des conditions qui excluent les entreprises en difficulté? Alors là, sur cette question, c'est assez simple. C'est effectivement, la BPI a eu tellement de dossiers que je pense a un petit peu commencé à faire une sélection sur les dossiers. En revanche, qu'en est-il des prêts? Il y a 2 prêts aujourd'hui par la BPI qui ne sont pas encore complètement, dont la communication n'est pas la même selon un assistant BPI ou un autre. Donc très honnêtement, répondre à la place de la BPI, ça va être difficile. En revanche, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est le décret qui est sorti pour les banques. Donc si tu as des bons partenaires bancaires, il n'y a aucune raison qu'elle ne te prête pas. Le prêt est contre-garanti à 90% par la BPI. Les conditions sont très smart. On peut mettre peut-être le Légifrance là-dessus. Je vais le retrouver en même temps que je vous parle. Je l'ai mis dans le chat, le Légi. Voilà, il est dans le chat. Super. Et ça permet d'avoir une bonne vision là-dessus. Vraiment, sur nos clients, la plupart des banques nous ont dit ça y est, le texte est sorti, on va pouvoir commencer à vous accompagner. Donc, la BPI, je ne sais pas, et je ne saurais pas te répondre, Clément, de façon très directe. En revanche, ta banque va pouvoir te prêter à des conditions assez smart, de 0% ou 2% pour les taux d'intérêt, avec des échéances reportables assez facilement, et tout ça contre-garanti par la BPI. Pareil, ce matin, Cédric O annonçait un plan de soutien de 4 milliards à destination unique et exclusive des startups. C'est une annonce, on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais quelque part, ça laisse présager qu'il y aura un soutien, qu'encore une fois, il faut qu'on soit un petit peu cool aussi, parce que ça fait que 10 jours que tout ça s'est produit et ça fait 10 jours qu'ils réfléchissent à comment mettre en place toutes les annonces qui ont été faites. Ça répond aussi une question de Marion derrière. La question de Julien, j'ai envie de rebondir quand même sur la question de Julien qui va un peu avec celle de Clément, qui dit: si on a 4 à 5 mois de cash, c'est difficile de faire une levée en ce moment, et de l'autre côté, pour BPI et les banques, on n'est pas une priorité. Au-delà des annonces, quels mécanismes sont réellement activables? J'ai envie de dire, c'est le mécanisme de survie, là. C'est transformer les 4 à 5 mois en 5 à 6 mois de cash, en mode purement survie, parce que effectivement, alors déjà, en temps normal, c'est toujours tendu de n'avoir que 4 à 5 mois de visibilité de trésorerie. Mais là, c'est sûr que c'est encore plus problématique. Donc, c'est survie. Du coup, on peut peut-être passer à la question de Marion, que tu avais soulignée tout à l'heure, Benjamin. Pour imposer les… Alors oui, il y a effectivement, dans le plan de sauvegarde sanitaire, il y a un projet de loi qui est passé sur les 6 jours de congés payés qu'on peut imposer à nos salariés. Mais ça nécessite d'avoir un accord de branche ou en tout cas un accord d'entreprise. Donc, il y a Marion qui nous demande savez-vous si Syntec prépare quelque chose? Sinon, doit-on démarrer les discussions avec notre CSE? Moi, très honnêtement, c'est un des sujets que j'ai pas compris parce que je croyais que ça allait être fait quasiment au plan national et apparemment, pareil, entre les annonces et le gouvernement, il y a forcément des choses qui s'écartent.
A priori, il faudra des accords. Je ne sais pas du tout si tu peux en discuter avec ton CSE. Après, moi, pareil, sur mes clients, ce que je leur dis, c'est qu'il faut aussi faire prendre conscience à l'ensemble des salariés que l'effort ne peut pas être tenu uniquement par l'État, uniquement par la BPI, et que il peut être pas mal du tout de dire à ces salariés, de leur faire prendre conscience que d'aider un petit peu et de poser des CP dans cette période, c'est aussi faire respirer tout le monde un peu plus. Je pense que les salariés, vu le contexte, dans les startups, on peut dire qu'on a quand même des salariés assez supportifs, assez suiveurs. Dans la majorité des cas de mes clients, ils l'ont compris et j'ai déjà des boîtes qui ont mis en place des 1 jour par semaine de CP ou des demi-journées de CP pour certains. Et oui, c'est faire participer tout le monde à l'effort collectif, j'ai envie de dire. Mais je n'ai pas de réponse à proprement parler sur l'accord en tant que tel. Je pense que c'est très important dans cette période d'arriver à mobiliser vos collaborateurs et de faire jouer l'équipe. Et c'est typiquement le genre de mesure qui peut bien passer auprès des collaborateurs. Donc, ce moment de motivation des équipes est extrêmement important parce qu'il faut arriver à garder la cohésion. Et c'est sûr qu'entre parfois du congé payé ou du chômage technique, le congé payé est peut-être plus facile à accepter psychologiquement. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet aussi psychologique sur les équipes et sur les collaborateurs de toutes ces mesures. Cette période, elle est anxiogène pour tout le monde. Elle est aussi anxiogène pour les collaborateurs. Donc, il faut arriver à faire le savant dosage entre chômage technique, congé payé et puis aussi congé maladie, notamment pour les collaborateurs qui ont des enfants à la maison. Et très clairement, quand on a des enfants à la maison, c'est compliqué d'assurer une journée en continu vraiment efficace de télétravail parce qu'il y a d'autres impératifs à prendre en compte. Donc, c'est cet aspect psychologique et de boîte à outils à présenter aussi à ses collaborateurs en équipe pour dire, voilà, quelles sont les alternatives si on considère que l'entreprise ne peut pas continuer 100% opérationnellement. Et je pense en tout cas que c'est important d'arriver à en discuter en équipe et de fédérer ses collaborateurs autour de ça. Nous, on se renseignera du côté de France Digital. Il y aura un compte rendu suite à cet Office Hour. Et si on a un peu plus de détails sur la question, on essaiera d'y répondre. Je propose de passer à une autre question. Pourriez-vous passer les contacts évoqués sur les grands comptes mauvais payeurs? Il y en a quelques-uns, hélas. Là, moi, je prends la casquette France Digital. Nous, on a été reçus juste avant le confinement par quelques secrétaires d'État, etc., qui nous ont dit vraiment, s'il y a des vrais cas de détresse de boîtes qui ne se font pas payer, vous pouvez nous remonter directement. Donc, je propose, je ne sais pas, Maya, est-ce qu'il y a une adresse mail à laquelle on peut contacter FD et faire remonter ces sujets-là? Oui, je vais vous communiquer un lien dans le chat sur lequel vous pouvez nous faire remonter des sujets. Et il ne faut pas hésiter, ce n'est pas de la délation au mauvais sens du terme, c'est plutôt du sauvetage des boîtes. Et vraiment, ils ont été assez smart en disant, moi j'ai eu le cas dans une de mes boîtes où j'ai un peu aussi mis en exergue le fait qu'au grand compte, qu'il fallait qu'ils payent, sinon on commençait un petit peu à se dire que les grands comptes ne joueraient pas le jeu. Les mecs comprennent quand même, c'est-à-dire qu'au début, ils jouent les mauvais payeurs. Au bout d'un moment, ils vont quand même accepter. Encore une fois, ça c'est du cash recovering, c'est un métier à part entière. Il faut faire comprendre que vous n'êtes pas là pour financer leur trésor, faire comprendre que vous aussi, vous êtes un petit peu dans la mouise et qu'il n'y a pas de raison que eux ne vous aident pas là-dessus. Mais oui, on va vous passer une adresse en tout cas. Dans les questions suivantes, oui, je te laisse lire les questions. Avez-vous de la visibilité sur les critères d'éligibilité des banques de prêt, accepter les demandes de crédit contre garantie par l'État? Exemple, start-up innovante ou pas, en fort développement ou horizon, break-even 12 mois. Là, on parle plus de start-up. Apparemment, les critères d'éligibilité des banques vont être est-ce qu'ils te connaissent bien? Est-ce que la banque connaît le client et forcément les clients qui seront les plus connus, entre guillemets, par les banquiers et les plus aguerris à ça auront les premiers les dossiers. Mais a priori, contre garantie à 90%, c'est quasiment systématique. Peu de critères d'éligibilité a priori du côté des banques. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, privilégier ses partenaires historiques là-dessus. Parce que tu le disais, Benjamin, mais il est peu probable que dans les 3-4 semaines qui arrivent, les banques prennent de nouveaux dossiers et de nouveaux clients, tout simplement. Parce qu'ils traitent l'existant en premier. Et je pense que ça, c'est
Gardez les contacts avec vos banques. Alors, c'est toujours mieux d'ailleurs d'avoir 2 banques. Donc, si vous ne l'avez pas encore mis en place, là, c'est peut-être un peu trop tard. Mais une fois que la crise sanitaire sera passée, je pense que c'est aussi le moment de prendre les bons réflexes. C'est de se dire, on a plutôt 2 banques qu'une seule. Et on revient aussi à des principes de gestion un peu de bon père de famille en étant capable d'anticiper. Par rapport aux critères d'éligibilité, pour les entreprises qui sont fortement, qui ont des grosses équipes de développement et qui sont plutôt dans la deep tech, je crois que le meilleur levier aujourd'hui, c'est l'anticipation des remboursements des crédits impôt recherche. Et c'est là sur lequel l'État a été très clair qu'il y aurait des procédures anticipées. Et là, ça peut vite représenter des sommes assez conséquentes pour les entreprises. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec vos experts comptables et structures d'accompagnement pour ces aides d'innovation. Peut-être la question pour les VC. Ah, pardon. Vas-y, bien sûr. Alors, pour les VC, est-ce que vous avez arrêté de regarder le deal flow? Quel serait le meilleur timing pour vous solliciter, et notamment en amorçage? Je laisserai Stéphanie peut-être compléter sur la partie amorçage pur. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour être très factuel, les premiers jours de cette crise, tout le monde s'est d'abord concentré sur l'interne et deux, les contacts et les relations existantes. Et donc, c'est naturellement que je pense que les VC s'intéressent et se préoccupent beaucoup du portefeuille. Ce que je disais aussi, c'est que toutes les relations initiées et très avancées se poursuivent à distance, mais voilà. Pour le deal flow, on n'a pas arrêté de regarder, mais en revanche, alors qu'avant la crise, on pouvait être sur des émissions de term sheet en 3 semaines, voire pour certains quelques jours, là, on n'est plus dans cette configuration-là et on continue à avoir des interactions, mais je pense que si vous n'avez pas commencé à initier les relations, il est probablement plus opportun d'attendre la fin du confinement pour envoyer votre projet. Alors, nous, on finance en amorçage pour suivre en série A et série B. C'est vrai qu'on privilégie des rapports long terme avec les entrepreneurs, donc il est exceptionnel qu'on fasse un projet en quelques semaines. Généralement, on a appris à connaître nos entrepreneurs avant d'investir en amorçage. Et donc aujourd'hui, on regarde activement des projets, notamment d'entrepreneurs avec lesquels on avait des discussions depuis quelques mois et pouvoir signer des termes et investir, mais sur des entrepreneurs, là encore, qu'on connaît, et sur des sujets qui sont aujourd'hui complètement pertinents par rapport à notre thèse d'investissement, donc plutôt des sujets autour de la santé, de l'éducation, de tout ce qui est jeux mobiles et e-sport, vidéo et autres. Donc c'est vraiment, et puis assurance, hein, on vient juste de signer le pacte d'actionnaires d'une jolie série B d'une société en portefeuille plus simple. Donc non, on ne s'arrête pas, on regarde du deal flow, mais là encore, c'est des relations de long terme qu'on cherche, comme tous les VC. Donc je crois que pour ceux qui n'ont pas véritablement besoin de lever des fonds aujourd'hui parce qu'ils ont encore de la visibilité, c'est pas forcément le bon timing pour vraiment être actif. Par contre, c'est un bon timing pour contacter des investisseurs, ceci dit, parce que nous, on le voit bien auprès de notre communauté d'investisseurs, ils sont à la maison, ils ont du temps, donc ils sont parfois plus réceptifs pour découvrir, mais c'est plus une phase de découverte qu'une phase d'investissement actif pour la plupart des investisseurs, nous y compris. Hormis pour les projets qu'on aurait déjà vus depuis quelques mois ou qui rentrent complètement dans cette thèse, entre guillemets, coronavirus, des sujets essentiels qu'on va redécouvrir aujourd'hui autour de l'éducation, de la santé et autres outils de travail à distance. Mais c'est important, et je pense que c'est le message que je souhaite faire passer, c'est important que tous, on continue à faire comme si l'activité était continuée. Il faut que l'activité continue, c'est notre première responsabilité en tant qu'employeur, en tant qu'acteur de la vie économique. Donc c'est pour ça, c'est important que les fonds d'investissement, c'est important que les business angels continuent à être actifs. C'est le meilleur moyen qu'on peut avoir pour supporter l'économie. Il se trouve qu'en amorçage, on a généralement une visibilité à quelques années avant d'avoir une sortie.
Donc, la probabilité que dans 5 ans, on ait encore un coronavirus est quand même assez faible. Là, ce qu'on vit aujourd'hui est exceptionnel. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont construites dans la crise des subprimes en 2008 ou juste après la première crise de l'Internet. Donc, c'est souvent des entreprises qui sont plus robustes parce qu'elles ont été créées dans un moment où il n'y avait pas d'abondance de capitaux, mais plutôt où il fallait montrer qu'on était ingénieux. Donc, nous, c'est à toutes ces entreprises et tous ces entrepreneurs qu'on va s'intéresser, ceux qui sont capables d'être très résilients et de montrer qu'ils peuvent s'adapter, réagir et se mettre dans une configuration où ils peuvent continuer à développer leur entreprise malgré l'adversité. Si on continue les questions, sur la procédure ad hoc, je vois que Clément se pose pas mal de questions. Alors ça pourrait faire quasiment l'objet d'un thème à part entière. Honnêtement, en quelques mots, la procédure ad hoc, c'est strictement confidentiel vis-à-vis de tes clients, tes fournisseurs. La personne n'est au courant et personne ne rentre dans ta stratégie. Donc non, on va pas prendre la main sur les décisions stratégiques. On va juste faire une pause sur tes dettes fournisseurs, sur tes dettes vis-à-vis de l'État. Seul ton commissaire au compte, ton expert comptable évidemment, et ton commissaire au compte doivent être prévenus évidemment. C'est très peu coûteux. Même les conseils en la matière sont des gens qui facturent pas trop d'honoraires. Après, on peut en reparler si tu veux en off dans les modalités de détail avec grand plaisir. Mais là, en tant que tel, pour moi, c'est pas la procédure la plus dangereuse à mettre en place si, encore une fois, ton activité est vraiment en danger. Je ne pense pas, par contre, que cette procédure gèle les salaires. Hein. Les salaires, c'est toujours la chose qu'il faut… La question, non, pas les salaires. Exactement, pas les salaires. En fin de mois, oui. Exactement. Parce que là, si tu n'as plus de quoi payer tes salaires, c'est une procédure de cessation, de liquidation, c'est beaucoup plus fort. Celle-là est un peu l'étape intermédiaire pour pouvoir te permettre de ne payer plus que tes salaires, justement. Dans les questions d'après, OK, pour remonter, on en a parlé. Est-ce qu'une demande de crédit d'impôt recherche déposée actuellement serait positivement reçue dans le contexte actuel? Il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Nous, il y a 10 jours, on nous avait informé que tous les CIR 2016, 2017, 2018 seraient payés, et tous les retards seraient payés très rapidement. Donc, encore une fois, il faut leur laisser le temps d'atterrir. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce soit pas pris rapidement. Sur les 2019, ils doivent aussi le faire rapidement. Encore une fois, les SIE sont bombardés. Il y a des gens qui sont en télétravail, il y a des gens qui sont malades. Donc, ils répondent pas. J'ai quelques situations un peu compliquées, moi, où j'ai des refus de remboursement rapide. J'ai aussi des experts comptables qui disent qu'ils ne peuvent pas déposer le 2019 tout de suite, alors qu'une procédure a été mise en place, parce que techniquement, il faudrait avoir des comptes arrêtés et une liasse pour pouvoir déposer le 2019. Et a priori, ça va pouvoir être accéléré. Donc, encore une fois, il n'y a aucune raison de ne pas être reçu positivement. Et comme le disait Stéphanie, les crédits d'impôt, ça peut être une source d'argent très rapide à mobiliser. Quid de la cession de vie en cette période? Question de Yannick. Je ne comprends pas le quid. C'est-à-dire quoi quid? Si tu en as historiquement, tu peux continuer à en avoir. Je ne vois pas le sens de la question. Je ne sais pas si vous avez une idée pour répondre ou si tu veux, Yannick, la préciser. Peut-être si on n'en a pas mis en place, est-ce que c'est pertinent d'y réfléchir maintenant? Je pense que c'est comme n'importe quel… Encore une fois, tout ce qui n'a pas été mis à… Ouais. Vas-y, pardon, vas-y. Non, c'est ce que tu allais dire. Tout ce qui n'a pas été mis en place avant, je doute que dans les jours, semaines, ce soit la top priorité des banquiers qui sont déjà sous l'eau, certainement par ailleurs. Une dernière question de Nathalie qui est en recherche d'investisseurs. Elle parle d'une plateforme We Do Good. Comment atteindre ces investisseurs? Je pense que tu as… Ouais. Comment atteindre ces investisseurs? C'est toutes les personnes que tu as pu avoir dans ton réseau et qui te connaissent. Je pense que c'est la même logique que quand on est en période normale. C'est tout le travail de préparation très en amont d'une levée de fonds avec la prise de contact très en amont et l'identification des gens qui peuvent être intéressés par ton projet. Super. Écoutez, je pense qu'on a fini toutes les questions pour aujourd'hui. Ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est en ligne. On a
répondu à pas mal d'aspects déjà aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que voilà, on est en mode survie et qu'il ne faut pas non plus oublier l'après, après crise. On va publier un compte rendu. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. De toute façon, on fait des Office Hours tous les jours. Donc, s'il y a des nouvelles questions qui nous semblent pertinentes et qui nécessitent une nouvelle session, on n'hésitera pas. Pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, je vous invite fortement à faire aussi le webinaire de vendredi matin qui sera dédié au financement européen avec la BPI. C'est aussi des financements auxquels on ne pense pas toujours. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé tous les trois. C'est toujours hyper instructif. J'espère que ça a pu aider une grande majorité d'entre vous. Ça a pu répondre à toutes vos questions. Et puis, n'hésitez pas à continuer à vous inscrire à nos webinaires. On essaye de faire le programme le plus intéressant possible pour vous. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup, Maria. Prenez soin de vous tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.